Bonjour, sous nos pieds, la Terre est en perpétuel mouvement. C'est un véritable ballet de plaques tectoniques qui façonne notre monde. Aujourd'hui, on plonge au plus profond des océans, là où la planète s'étire, se déchire même, pour donner naissance à de la nouvelle croûte terrestre. Bienvenue dans notre exploration des zones de divergence. Regardez cette image, elle est saisissante, non? On est en Islande, dans la faille de Silfra. Ce qu'on voit, ce n'est pas juste un plongeur dans de l'eau incroyablement claire. Non, il est littéralement entre deux continents. La plaque eurasienne d'un côté et la plaque nord-américaine de l'autre. Chaque année, ces deux plaques s'écartent de quelques centimètres. C'est l'une des rares fois où l'on peut voir en surface ce phénomène colossal qu'on appelle la divergence. Forcément, cette observation nous amène à une double question qui est fondamentale. D'abord, comment est-ce que cette nouvelle lithosphère océanique se fabrique au niveau de ces grandes cicatrices qu'on appelle les dorsales? Et puis, qu'est-ce qu'elle devient? Comment elle évolue en s'éloignant de là où elle est née pendant des millions d'années? C'est ce puzzle qu'on va assembler ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir qu'il existe en fait deux grands types de dorsales. Ensuite, on va explorer le mécanisme assez surprenant qui permet au manteau de fondre. Après ça, on suivra les transformations de la croûte. Et enfin, on fera une synthèse complète avant de terminer avec les points essentiels à retenir pour le bac. Allez, on attaque notre première partie. Si toutes les dorsales créent de la croûte océanique, elles ne le font pas toutes de la même manière ni à la même vitesse. On peut en fait distinguer deux grands visages pour ce phénomène. La distinction principale se fait entre les dorsales rapides, comme celle de l'Est Pacifique, qui s'ouvrent à une vitesse de 8 à 16 cm par an, et les dorsales lentes, comme la dorsale médio-atlantique, avec une vitesse d'expansion de moins de 6 cm par an. Cette différence de vitesse, qui peut paraître minime, va en réalité avoir des conséquences énormes sur leur structure. Et ces conséquences, on les voit d'abord sur la topographie. Observez bien le schéma de gauche, celui de la dorsale rapide. On a un relief en forme de dôme. C'est le signe d'un volcanisme très actif, quasi continu. Maintenant, à droite, la dorsale lente. Là, c'est une toute autre histoire. On voit une vallée axiale très profonde, un rift, qui est bordé par de hautes montagnes. Ici, le volcanisme est beaucoup plus intermittent. Ce tableau résume bien les différences clés. La vitesse, la topographie, on vient de le voir. Mais le point le plus important, c'est ce qui se passe en profondeur. Sous les dorsales rapides, on a une chambre magmatique qui est large et continue. Ça assure un volcanisme constant et donc la formation d'une croûte complète et bien structurée. À l'inverse, sous les dorsales lentes, les chambres magmatiques sont plus petites, discontinues. Le résultat, c'est un volcanisme plus faible et une croûte qui peut être très fine, voire même absente par endroits. Passons maintenant au cœur du mécanisme. On parle de magma, de volcanisme, mais d'où vient exactement ce magma? On a souvent l'image d'un manteau terrestre liquide, en fusion. Eh bien, c'est une idée reçue. En réalité, il est solide. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour faire fondre une roche solide et créer des océans entiers? C'est le point de départ fondamental, et c'est un peu contre-intuitif, je sais. Le manteau asténosphérique qui remonte sous les dorsales est entièrement à l'état solide. Il est fait d'une roche qu'on appelle la péridotite. La question est donc bien posée. Si la péridotite arrive à l'état solide, comment est-ce qu'on obtient le magma basaltique qui va former les basaltes et les gabbros de la croûte océanique? Le secret, et c'est ça qui est fascinant, ne se trouve pas dans une augmentation de la température. La clé de l'énigme, elle est là, dans ce diagramme pression-température. Suivons-le ensemble. La courbe verte, c'est le géotherme, c'est-à-dire comment la température évolue avec la profondeur. La courbe en pointillé, c'est le solidus. C'est la frontière à partir de laquelle la péridotite commence à fondre. Et maintenant, regardez la flèche rouge. Elle représente notre morceau de péridotite qui remonte. On voit bien qu'il ne se réchauffe pas. Par contre, la pression, elle, chute drastiquement. Et c'est là que tout se joue. En remontant, son trajet finit par croiser la courbe du solidus. Et voilà le concept fondamental ici, la fusion partielle par décompression adiabatique. Adiabatique, ça veut simplement dire que la fusion se produit sans apport de chaleur extérieure. C'est uniquement la chute de pression qui déclenche le processus. Et attention, ce n'est pas une fusion totale, seulement 10 à 20% de la péridotite fond. Ce liquide, qui est moins dense que la roche solide autour, va se séparer et remonter pour former la chambre magmatique. Donc, si on récapitule la séquence logique des événements, c'est très clair. Tout part de la divergence des plaques qui étirent la lithosphère. Ça provoque une remontée passive du manteau asténosphérique solide. Cette remontée entraîne une décompression qui, elle-même, déclenche la fusion partielle de la péridotite. Et le liquide produit, c'est un magma de composition basaltique, la matière première de notre croûte océanique. Bon, notre croûte océanique est maintenant formée. Mais son voyage ne fait que commencer.
En s'éloignant de l'axe de la dorsale, elle va être profondément transformée par le contact avec l'océan qui la recouvre. Ce processus s'appelle l'hydrothermalisme. Comme le montre ce schéma, la jeune croûte est chaude et pleine de fractures. L'eau de mer froide, à environ 4 degrés, s'y infiltre. En profondeur, au contact des roches brûlantes, elle se réchauffe jusqu'à plus de 350 degrés. Durant ce parcours, elle dissout de minéraux, elle se charge en éléments chimiques, et devenue beaucoup moins dense, cette eau surchauffée remonte violemment et jaillit au fond de l'océan. C'est ce qui forme les fameux fumeurs noirs. L'hydrothermalisme, c'est donc cette circulation d'eau qui va lessiver la croûte, mais surtout, elle va la transformer en profondeur. Les minéraux qui constituaient les roches magmatiques à l'origine, comme les gabbros, vont réagir chimiquement avec l'eau chaude et se transformer en de nouveaux minéraux, qu'on appelle des minéraux hydratés. Et voici la preuve de cette transformation, vue au microscope. Sur l'image de gauche, on a un gabbro frais, tel qu'il sort de la chambre magmatique. Il est fait de pyroxène et de plagioclasse, des minéraux dits anhydres, c'est-à-dire sans eau dans leur structure. À droite, c'est la même roche après avoir subi l'hydrothermalisme. C'est devenu un métagabbro. Les plagioclasses sont toujours là, mais les pyroxènes ont été remplacés par ce nouveau minéral verdâtre, la hornblende. Et la hornblende, elle, est un minéral hydraté. Elle a intégré des groupements OH dans sa structure. La roche a donc chimiquement stocké de l'eau. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique subit deux choses. Elle se refroidit et elle s'hydrate. Ces deux processus ont une conséquence majeure, sa densité augmente. Sur 100 millions d'années, la densité de la lithosphère océanique augmente d'environ 1,8%. Ça peut sembler peu, 1,8%, mais c'est absolument crucial. C'est cette augmentation de densité qui, à terme, va la rendre capable de replonger dans le manteau. Voilà, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler pour avoir une vision complète et synthétique de la naissance et de l'évolution de la lithosphère océanique. Ce schéma bilan est un excellent résumé de tout ce qu'on a vu. Reprenons les étapes. Tout commence par la divergence, en 1, qui provoque la remontée du manteau asténosphérique, en 2. Cette remontée entraîne la décompression et la fusion partielle, en 3, qui alimente la chambre magmatique, en 4. Le magma peut alors cristalliser lentement en profondeur pour former les gabbros ou remonter en surface pour former les basaltes, en 5 et 6. Et enfin, en s'éloignant, la lithosphère est transformée par l'hydrothermalisme, en 7, et elle se refroidit, en 8, ce qui augmente sa densité. Allez, on termine avec les points vraiment essentiels à retenir pour le bac. C'est le moment de s'assurer que les notions fondamentales de ce chapitre sont bien en place. Voici les 5 concepts incontournables. Ce qui est essentiel, c'est non seulement de savoir les définir, mais surtout de comprendre comment ils s'enchaînent de manière logique. C'est une histoire. La divergence provoque la remontée du manteau. Cette remontée cause la fusion par décompression. Cette fusion forme la croûte, dont la structure dépend de la vitesse. Et enfin, cette croûte évolue avec le temps par hydrothermalisme et refroidissement. Tout est lié. Un dernier conseil méthodologique, vraiment crucial pour le bac. L'épreuve n'évalue pas seulement ce qu'on sait, mais surtout notre capacité à utiliser nos connaissances pour analyser des documents. La démarche scientifique qu'on attend, c'est toujours la même. J'observe les données qu'on me fournit, je les interprète avec ce que je sais, et j'en déduis une conclusion argumentée qui répond à la question posée. Et on se quitte sur cette question en guise d'ouverture. On vient de voir que des milliers de kilomètres carrés de planchers océaniques sont créés chaque année. Pourtant, le rayon de la Terre, lui, reste constant. Ça implique donc logiquement qu'une surface équivalente de lithosphère doit disparaître quelque part. Mais où et comment ? Eh bien, c'est justement ce qu'on découvrira dans le prochain chapitre, celui sur les zones de subduction.